Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité locale ce jeudi, nous reviendrons sur la pénurie d'eau qui touche notre île depuis de nombreuses semaines. On l'a appris, les retenues collinaires de Combani de Dzoumogné ne retrouveront pas leur niveau maximal cette année. Quelles conséquences pour l'île? Entretien à suivre dans ce journal avec Thierry Galarme, le président du MEDEF Mayotte, avec qui nous reviendrons sur cette situation. Merci d'être avec nous, voici les titres. Suite au retard de la saison des pluies, les retenues collinaires du département ont de fortes chances de ne jamais atteindre leur niveau maximal. Face à cet état de fait et à une consommation en eau croissante, tankers, coupures d'eau dans le nord et construction accélérée de la 3e retenue collinaire sont au programme des autorités. Le point en ouverture de votre journal. Ce matin, les agents de sécurité de la Direction de la Solidarité et du Développement social du Conseil départemental ont bloqué l'entrée des locaux. Portail en piteux état, absence de lumière, locaux insalubres, ils revendiquent de meilleures conditions de travail et plus de sécurité dans l'exercice de leur métier. Explication. Le premier salon de l'ésotérisme à Mayotte a ouvert ses portes ce matin. Magicien, voyant, maître djinn ou encore masseur, l'événement se veut offrir à ses visiteurs une plongée dans le monde des enseignements secrets. Nous avons pu rencontrer les initiateurs du salon le temps d'un reportage disponible à la fin de cette édition. Et on débute cette édition par cette information. Les retenues collinaires de Combani de Dzoumogné ne retrouveront pas leur niveau maximal. Malgré une légère hausse ces derniers jours, les deux réserves principales de l'île restent au plus bas. L'arrivée tardive de la saison des pluies sera donc insuffisante. Hier, le comité de suivi de la ressource en eau s'est réuni. Le constat est sans appel. De nouvelles mesures s'imposent. Le point dans ce sujet avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Mayotte est encore loin d'être sortie d'affaire. En effet, les pluies de ces derniers jours n'ont pas permis de remplir les retenues et de nouvelles mesures vont donc voir le jour prochainement. Parmi elles, des coupures dans le nord sont prévues d'ici 2 à 3 semaines, le temps que les autorités terminent le travail préalable. On se donne le temps de préparation aussi, pour faire les choses dans l'ordre, installer les points d'eau, installer les points d'eau, identifier les établissements sensibles et autant que faire se peut les isoler. Donc c'est là où c'est le plus compliqué, je crois. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et puis effectivement sur le nord, il y a des contraintes techniques assez fortes. Il y a des zones qui sont extrêmement difficiles, quasiment impossibles à imaginer des tours d'eau tout en préservant des points d'alimentation d'eau potable à proximité, les fameuses rampes. Au-delà de ces coupures à venir, le recours au tanker reste plus que jamais d'actualité. Ce dernier pourrait s'amarrer près de Dzoumogné et effectuer plusieurs rotations, les capacités injectées ne permettant que de tenir 3 à 4 semaines. La saison des pluies ne va pas permettre de remplir les réserves. Évidemment. Donc même si on a eu de bonnes informations ce matin sur la retenue de Combani, il faudra toujours être vigilant pour le remplissage de la retenue. Alors comme des estimations ont été faites, on attend à peu près au mois de mars-avril à peu près entre 450 et 450 mm d'eau. Alors qu'habituellement on en a 800, 850 voire 900. Donc ces retenues collinaires, si on n'a pas des événements climatiques imprévus dans les 2 mois qui viennent, on ne pourra pas les remplir parce que la saison des pluies s'arrête en général début mai et au mois de mai on a 40-50 mm, on n'a pas grand-chose. Bon là, le Météo France disait qu'on pouvait peut-être avoir un petit peu plus au mois de mai, mais il ne faut pas compter sur le remplissage des retenues. Alors pour remplir les retenues, on envisage effectivement de faire venir le tanker. Coût de l'opération pour l'heure inconnu, même si la note se chiffrera en millions d'euros. De quoi relancer le débat de la retenue collinaire, qui face à l'urgence, vient de faire l'objet d'un accord public-privé. On a, avec l'augmentation de la demande, je vous rappellerai qu'il y a plus 10%, l'an prochain il y a peut-être plus 12% de la consommation. Donc on est obligé de revoir de A à Z tout notre système de production et de distribution d'eau potable. Donc ça va prendre des années. Et donc il faut d'ores et déjà qu'on attaque le sujet et qu'on prévoit les financements en face. Le comité syndical a délibéré samedi dernier sur cette option, sous la présidence de M. Mohamedi Moussa, dans le but d'accélérer la construction
construction, parce que vous savez qu'on avait annoncé 2020, 2021 pour la mise en route de cet ouvrage. Et donc là, compte tenu de la situation qu'on vit actuellement, de la crise, donc le comité syndical a décidé d'accélérer et de passer donc à la vitesse supérieure, ne serait-ce que pour donc gagner du temps déjà en réactivité sur la construction de la retenue et aussi sur les financements. Donc l'appel à un privé peut effectivement donc nous apporter beaucoup de choses. En ce qui concerne la situation sanitaire, les remontées des médecins et pharmaciens laissent apparaître une augmentation des consultations pour des diarrhées. L'ARS poursuit donc sa veille dans un contexte où l'île est encore loin d'être sortie d'affaires, sans parler des problèmes économiques que cette crise de l'eau tend à engendrer. Et place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Thierry Gallarme, président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Thierry Gallarme, la crise de l'eau, les dernières nouvelles ne sont bien évidemment pas rassurantes du point de vue social comme économique. Oui, alors effectivement, le MEDEF a tenu à intervenir parce qu'aujourd'hui, la crise de l'eau impacte à la fois la population et l'économie. Je voudrais avant toute chose rendre hommage au président Baville, le président du syndicat des eaux, que je sais fortement investi pour trouver une issue à cette crise. Mais il faut que tous les acteurs, l'État, le monde économique, s'investissent également. C'est pour ça que le MEDEF s'est investi. Nous avions un conseil d'administration hier. Sur le plan économique, qu'est-ce qui a impacté aujourd'hui? Le tourisme, les hôtels, ils n'allaient déjà pas très bien, le BTP. Mais demain, ça va tout. Quand on va étendre au nord, ça va être tous les secteurs de l'économie. J'ai dans mes adhérents une entreprise qui distribue des médicaments. Ses salariés doivent se laver les mains régulièrement. De toute façon, on est censé fournir des conditions de travail correctes à nos salariés. Donc, vraiment, le MEDEF a décidé d'intervenir et on a fait ça de la façon la plus simple. On est des chefs d'entreprise, on est des gens pragmatiques, on a autour de nous des ingénieurs, des techniciens et ils nous ont dit qu'ils étaient étonnés parce qu'il existe des unités mobiles de production d'eau potable. Alors justement, c'est dans ce cadre que vous avez envoyé justement un courrier à la ministre des Outre-mer, Erika Barrett, hier, et vous lui proposez justement cette solution des unités mobiles, c'est-à-dire, expliquez-nous. Eh bien, écoutez, effectivement, le conseil d'administration du MEDEF s'est réuni hier, et ce matin, j'ai envoyé par voie électronique un courrier à la ministre, dont ses conseillères présentes à Mayotte m'ont confirmé qu'elle a pris connaissance. En gros, je peux montrer à la caméra, ça ressemble grosso modo à ça. C'est un camion ou une machine mobile qui peut vous produire, selon les modèles, 40, 80 ou 300 mètres cubes d'eau à l'heure. Et ça coûte une somme dérisoire. J'ai la confirmation par des entreprises. En plus, on a la chance que c'est des entreprises françaises qui font ça. On peut les mettre dans un transal et ils sont disponibles sous 48 heures et véritablement, on peut résoudre une grosse partie du problème d'eau. Parce que le supertanker, pour le moment, il est virtuel. Et ces machines-là, elles sont réelles. Donc je demande solennellement à Madame la ministre que ces moyens-là soient mobilisés. Nous avons un préfet qui est pragmatique, qui a obtenu de bons résultats sur le terrain de la sécurité. J'ai aussi confiance dans notre préfet, dans sa capacité à mettre en œuvre des moyens de ce type. Le MEDEF a identifié une solution. Nous demandons solennellement à l'État de la mettre en œuvre. Alors, quel coût ce type de projet a? Quel est le coût de... Alors, tous les spécialistes avec qui j'ai discuté m'ont dit que c'est difficile de donner un coût parce que ça dépend du taux de salinité de l'eau, ça dépend de la nature de l'eau des cours d'eau, mais ça chiffre en dizaines de milliers d'euros par mois, maximum. En face du coût d'un tanker, c'est dérisoire. Et surtout, c'est une solution déployable immédiatement qui produit des grosses quantités d'eau alors qu'on en est à utiliser des bouteilles d'eau minérale. Et on m'a confirmé aujourd'hui que la distribution est en rupture d'eau dans le sud de l'île et le sera demain dans le nord. Donc pour une fois, on a la chance que face à une crise majeure, parce que vous savez que l'eau c'est la vie. On peut se passer une semaine d'aliments, mais si on est 36 heures sans eau, on meurt. Si je vous prive 36 heures d'eau, vous êtes un homme mort. Donc là, ce qui est en cause, c'est la survie des Mahorais. Si demain, il y a une catastrophe qui arrive à Haïti, tout de suite, il y a des moyens militaires qui vont décoller de la France pour venir en aide à ces populations. Et je suis fier
d'être français, parce que mon pays est toujours prêt à aller aider les populations en souffrance. Mais je voudrais aussi que mon pays vienne en aide aux Mahorais, qui sont des Français, qui méritent tous ces égards. Et je ne sais pas comment le dire, la solution, elle est simple, elle existe. Je sais que des machines sont disponibles en région parisienne et dans le Pacifique. Elles sont désœuvrées, là, elles ne servent à rien. Contrairement aux tankers dont on n'a aucune garantie qu'il y en ait des disponibles. Donc, faisons-les venir. Je veux dire, si la contribution du MEDEF, ça aurait pu être de donner l'information à l'État, écoutez, maintenant c'est à l'État de jouer, quoi. Alors, autre proposition dans ce courrier, vous proposez à l'État, vous demandez plutôt à l'État une autorisation au recours massif du chômage technique. Alors, attention, ça c'est la solution par défaut, on ne le souhaite surtout pas. S'il n'y a plus de possibilité de faire tourner nos entreprises, on sera obligé d'avoir recours au chômage technique. Mais ça, c'est un coût pour l'État. De même que les maladies qui peuvent se développer. Vous savez qu'on peut même avoir de la typhoïde. On va avoir un coût énorme pour l'État. On préfère nettement que l'État dépense de l'argent dans ces unités mobiles de production d'eau potable. Cette situation vous inquiète Oui, cette situation m'inquiète. J'habite à Mayotte depuis 2002. C'est la première fois que je vois mon île, Mayotte, dans une telle situation. Je suis très inquiet pour Mayotte et pour tous les Mahorais. Et quel préjudice cela peut avoir pour l'économie de l'île, selon vous? Ils sont multiples. On a déjà des gens qui partent, compris des natifs de l'île. On a des gens qui ne veulent pas venir. Vous savez pourquoi? À cause de la délinquance, à cause du faible niveau de l'éducation nationale, à cause du faible niveau sanitaire. C'est dans tous les médias nationaux, le fait que Mayotte va être en pénurie d'eau, et elle est déjà. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'apprête à venir à Mayotte prendre un poste va le prendre en sachant qu'il va avoir de l'eau un jour sur 3, ou peut-être pas du tout, parce qu'il y a une étape après les tours d'eau. C'est le fait qu'on aille s'alimenter aux rampes d'eau. Vous imaginez 260 000 personnes qui sont obligées d'aller chercher de l'eau à des rampes d'eau? Vous imaginez les émeutes potentielles, le coût que ça va générer en opération de maintien de l'ordre? Alors qu'on a une solution pragmatique qu'on propose, j'aimerais au moins qu'on nous dise soit elle est farfelue et puis... Est-ce que depuis vous avez eu une réponse justement à votre courrier? Écoutez, j'ai croisé les conseillères de la ministre cet après-midi qui ont marqué leur intérêt pour cette proposition. Mais si vous voulez, les mêmes conseillers de la ministre, il y a 18 mois, prenaient en considération ma proposition d'une zone franche à Mayotte. Donc maintenant, avec les ministres, j'attends plus des actes que des paroles. Merci Thierry Galarme d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au chapitre social maintenant, le cri du cœur du jour, celui des agents du service, des agents de sécurité du service du conseil départemental de Mayotte. Ils sont entrés en grève ce jeudi depuis de nombreux mois. 5 agents de la direction de la solidarité et du développement social à Mamoudzou exercent leur métier dans des conditions dégradantes, absence de lumière, locaux et portails détériorés, une situation vécue dans l'indifférence totale. Ils ont décidé aujourd'hui de sortir de leur silence. Reportage d'Adèle Laurent. Ce matin, les portes de la direction de la solidarité et du développement social sont restées closes. Les gardiens crient leur ras-le-bol et revendiquent de meilleures conditions de travail. En effet, le secteur qu'ils sont chargés de surveiller n'est pas éclairé, ce qui les met constamment en danger. Wasi Ramon Mwatambu, Tambu Bole, ina danger, ina hatwari na wasi. Mana Rashidjani, Kawasi Mwenge, Mounmwa la Kurune Hunu. Et quand on nous attaque, on nous a dit de courir, on court où? Dans le noir. On fait quoi pour l'instant? On est comme ça. Le problème, c'est le manque de lumière. Il manque de gestion aussi. Parce que si les gestions fonctionnent bien, on ne sera pas là. Autre revendication, la réparation du portail donnant accès au bâtiment. Il est en effet difficile d'ouvrir et de fermer celui-ci rapidement, tellement il est délabré. Et les gardiens habitant Soa et Kanibé, ceux-ci n'ont pas les moyens financiers pour rentrer chez eux tous les jours en taxi.
Ils dorment donc sur place, dans un local de la DSDS. Dans celui-ci, des fils électriques à nu et pas de lumière non plus. Il y a beaucoup de fuites d'eau. Ce n'est pas qu'une seule, il y a beaucoup. Parce que même l'eau entre dans le disjoncteur. Et c'est danger public et danger pour nous les gardiens. On a marre d'être comme ça. Navahanurlalao, yo la piscine ya maji, voyahishuka yongi ya maji takasina tamwayeni. Ça fait harvois tumbilizo voix tunyengi ambaye kula kaisifete harvois la kurunu hunu be shitu muhimu yatu de portai mlango ya bala vale na vahanurlalao. Nar wasir suambia mazifu watu wauka wasurtia shughuli hata na wasira harvois danger. Et ces problèmes ne datent pas d'hier. Et ça fait 4 mois qu'on a demandé de le réparer, mais non, jusqu'à maintenant. On a fait une grève, c'était jeudi passé. On nous a dit qu'on verra, on verra. Après, on nous a appelé, les techniciens de l'EM sont venus là et nous a dit que c'est rien parce qu'il n'y a rien à faire, pas de lampe, pas de projecteur pour l'instant. Après, il y aura un comité de suivi. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien à faire. On nous a dit que lundi, peut-être, mais ce n'est pas sûr, c'est peut-être, il y aura un comité de suivi. Les gardiens demandent avant tout d'être entendus par leur direction, sous peine de continuer le blocage des locaux. Wasi ulavano tao uparamfumoraru risibala vanu. Tapaka uparamfumoraru nekakara para solution, nekaka voa solution risibala tapaka mfumoraru lirtsobuau. Yodi tongo zatu vanu waskar sidai tongo nyengi de mwenge na mlango. Vahanurlalao babo nekawa ono mba wasurengelezea so tini nekaka wasurengelezea be mwenge na mlango dirtsahao. Un cri d'indignation qui sera peut-être entendu lundi. Affaire à suivre. Autre grève qui aura marqué notre territoire ces dernières semaines, celle des enseignants du SNUPP. Pour rappel, le mouvement a pris fin le 17 janvier dernier. Depuis, le travail entre le vice-rectorat et le syndicat continue. Actuellement, une campagne incite les ex-agents de la collectivité à solliciter leur intégration dans le corps des professeurs des écoles. Les concernés ont jusqu'au 14 février pour s'inscrire sur le portail e-prof. Les précisions de Rivo Malala racontant Dravelo, secrétaire départemental du SNUPP. Nous sommes encore dans la phase analyse, c'est-à-dire on essaie d'étudier un peu la sociologie du corps des enseignants du premier degré à Mayotte. On va peut-être dans le mois qui suit, enfin dans le mois en cours, aboutir à des propositions pour faire en sorte à ce que le maximum de collègues anciennement instituteurs de la CDM soient en position de promouvabilité dans le corps hors classe des professeurs des écoles. Il faut que les collègues soient déjà tous dans le corps des professeurs des écoles et nous avons lancé un message encourageant les collègues actuellement encore instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte, mais qui étaient aussi auparavant instituteurs de la CDM. Nous les encourageons à s'inscrire sur la liste d'aptitude pour intégrer le corps des PE. Propos recueillis au micro de Pierre Bellucci. Un peu de douceur dans cette édition, à travers la musique, un art pour adoucir les mœurs, et en ces temps troublés dans notre territoire, elle peut constituer un véritable rempart au pessimisme ambiant. C'est en tout cas l'idée de l'école de musique. Avec ses 400 adhérents, l'école met en place de nombreuses actions aux 4 coins de l'île, concerts, activités périscolaires. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue à Mamoudzou pour présenter les projets destinés à notre jeunesse. Compte rendu signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'école de musique de Mayotte fait carton plein. En effet, les adhérents ne cessent d'augmenter au fil des ans. Et ce matin, une conférence de presse était organisée afin d'évoquer les grands axes qui animent l'organisme.
Alors aujourd'hui, on voulait présenter les projets de l'école de musique, notamment tous les événements qui vont avoir lieu jusqu'au mois de juin, avec Zanzibar qui vient faire des concerts traditionnels et qui ont en lien avec nos musiciens de Mayotte. Présenter un peu ce que font les deux écoles de musique, celle de Grande Terre avec 250 adhérents et celle de Petite Terre avec 140 adhérents, et tous nos projets en partenariat avec nos institutions, notamment le périscolaire sur la commune de Pamandzi et le projet pour les enfants de la Vigie avec l'école de musique. En effet, depuis 4 ans, un travail est mené en collaboration avec la mairie de Pamandzi. Le maire annoncé démissionnaire était d'ailleurs présent afin de prouver que la commune s'associe pleinement à cette démarche de démocratisation de la musique. Aujourd'hui, il y a 17 jeunes qui sont inscrits. Dans le cadre des activités périscolaires également, c'est quelque chose que nous encourageons parce que nous souhaitons, dans ce cadre-là, essayer d'augmenter les offres et avoir plus d'activités pour nos enfants. Nous allons continuer à travailler avec les associations d'une manière générale parce que, comme vous le savez, de plus en plus, tout ce qui est animation, activité périscolaire, il y a un coût, notamment en recrutement comment on appelle ça, des animateurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec beaucoup d'associations dès cette année 2017. 10 associations ont déjà été répertoriées en vue d'une collaboration avec la commune. Une manière de réduire les coûts, mais également d'offrir de nouvelles activités à des jeunes qui en manquent cruellement. On considère que la musique c'est un langage universel et qu'il n'y a pas de frontières, qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc l'objectif qu'on se donne, c'est de donner accès à tout le monde par des moyens différents, avec des appuis notamment de la direction des affaires culturelles, des communes. Le maire était présent pour montrer un appui et un soutien financier, éthique, etc. Et ce qui nous permet après d'ouvrir l'école à tout le monde. Il faut que ce soit démocratisé. Il ne faut pas qu'on pense que c'est un domaine qui est spécialisé et qui est pour une cible et un public particulier qui a certains moyens, qui ont certains potentiels. Tout le monde a le potentiel pour le faire. C'est juste une question d'envie et de motivation et de volonté. Et puis une fois que ce sera démocratisé, on pourra grossir encore plus et donner encore plus accès à plus de monde. Comme l'écrivait le philosophe grec Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. L'école de musique en a fait son slogan et compte bien le partager avec le plus grand nombre. À ce titre, le planning des actions est disponible sur la page Facebook Musique à Mayotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 6 prochains mois promettent d'être riches et animés. 19h23 sur KTV, merci d'être avec nous. À suivre en fin de journal, l'ouverture du premier salon de l'ésorétisme, découverte du monde du surnaturel. Mais avant, restons dans notre monde avec le reste de l'actualité locale de ce jeudi en bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Lundi, la commission mixte paritaire a adoubé le texte relatif à l'égalité réelle outre-mer. Les 7 députés et sénateurs, parmi lesquels Ibrahim Aboubacar et Tani Mohamed Soalihi, sont parvenus à un accord sur la version définitive du projet de loi. Face aux avancées confirmées pour Mayotte, le comité de suivi des engagements de l'ex-premier ministre Manuel Valls s'est félicité que les amendements relatifs au département aient été conservés, notamment ceux portant sur l'annualisation du recensement, la baisse de la valeur locative de 60% ou encore la régularisation foncière. Il écrit ainsi, je cite, « C'est une belle victoire pour Mayotte et pour les Mahorais. Une victoire permise, nous le croyons, par le travail collectif initié dès le début des discussions autour de ce texte. La démonstration que l'union sacrée des élus mahorais pour les intérêts supérieurs de Mayotte porte ses fruits, que lorsque l'on travaille ensemble du début à la fin, on peut arriver à de beaux résultats. Grâce aux efforts du comité de suivi, les engagements du Premier ministre sont en passe d'être tous tenus. Reste maintenant à attendre la promulgation de la loi et la concrétisation de ses effets. » Après l'annonce d'un deuxième cas de tuberculose sur le département, les syndicats SNES et CGT Éducation montent au créneau. Le dernier cité s'est ainsi fendu d'un communiqué pour s'insurger face au manque de communication du vice-rectorat. La CGT écrit ainsi, je cite, « L'élève du lycée de Sada suivait un traitement au CHM depuis le 8 janvier. Pourtant, les membres de la communauté éducative n'ont été informés que mardi 7 février,
alors même qu'un média national avait divulgué l'information la veille, et manifestement aucun dépistage n'est en fait prévu dans les jours qui viennent. Mais il est vrai qu'il n'y a à Mayotte que 2 médecins scolaires pour 100 000 élèves et 7 500 personnels. Ces informations sont à la fois déroutantes et inquiétantes. Aussi, la CGT Éducation Mayotte pose la question sur toutes les lèvres. Existe-t-il d'autres cas et dans quels établissements? Face à la maladie, la CGT Éducation Mayotte demande donc que la vaccination soit possible dans d'autres centres que Jacaranda et que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour permettre l'approvisionnement des pharmacies en doses individuelles. Étienne Morel va nous quitter. Le directeur du centre hospitalier de Mayotte vient en effet d'être promu directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna. En poste sur le département depuis février 2013, il aura notamment connu la croissance exponentielle du nombre des naissances au sein d'un établissement en manque cruel de moyens humains. À 59 ans, il laisse une institution qui doit faire face à une demande croissante et au sein de laquelle le ras-le-bol est grandissant. Le 1er mai prochain, il sera quoi qu'il en soit investi dans ses nouvelles fonctions. Le nom de son successeur reste pour l'heure inconnu, mais une chose est sûre, et Étienne Morel en sait quelque chose, la tâche qui l'attend est loin d'être de tout repos. Un point sur les dernières arrestations du côté de Tanafou. Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV, nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Des arrestations qui ont été plutôt fructueuses, mais la délinquance est loin d'être éradiquée. Oui, d'ailleurs, le procureur s'est fendu d'un communiqué où c'est à la fin, il explique qu'effectivement, il y a eu des coupeurs de route qui ont été arrêtés, mais il y en a encore d'autres qui sont sûrement dans la nature et le travail doit continuer. Un point effectivement sur ces arrestations de début de semaine à Tanafou. Cette grande opération a permis 14 interpellations. 2 ont été relâchées puisque aucun fait ne permettait de les placer en détention provisoire. Par contre, les 12 autres ont été placés en détention provisoire. Ils ont tous commis des actes répréhensibles, notamment des vols à main armée commis sur des automobilistes, en clair des coupeurs de route. Donc ils ont été mis hors d'état de nuire. Ils sont actuellement à Magicavo. Ils risquent la cour d'assises une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Donc voilà, c'est des arrestations qui sont quand même importantes et on voit quand même que les 12 étaient impliqués. Donc il s'agissait d'un gang, du gang, on ne sait pas trop pour ces coupeurs de route qui a été arrêté grâce à cette opération de grande envergure. Merci Pierre Bellucci pour ces précisions. Tout autre chose maintenant pour cette fin de journal. Ils ont pour habitude d'être discrets et de vivre cachés dans leur jardin secret. Et pourtant, ils ont décidé de sortir de l'ombre et de démontrer leurs dons au grand public. Ce jeudi avait lieu la première édition du Salon de l'ésotérisme et du bien-être. L'ésotérisme, une doctrine secrète dont les pratiques sont spirituelles, voire obscures. Découverte d'un salon mystique avec Ludivine Ali, Dina Henry Ndaka et Adèle Laurent. Entrez dans le monde discret de l'ésotérisme. Depuis ce jeudi, le salon du domaine secret vous ouvre ses portes pour la première fois dans le territoire. L'occasion de découvrir l'univers surnaturel, des pratiques plus ou moins connues du grand public à Mayotte. Alors on propose les cartes des anges, on leur propose de la magie, le maître des djinns qui communique avec les djinns, plein de choses à découvrir, tout ce qui est en rapport avec le bien-être, le surnaturel, la santé et plein d'autres choses. De nombreux ateliers à tester dont une démonstration de bien-être et relaxation, le Hamma, un massage dont l'approche énergétique millénaire est basée sur les principes des médecines traditionnelles japonaises. Il combine plusieurs techniques corporelles. Moera nous explique les bienfaits. Alors ça va réénergiser tout le corps. On va venir faire des points de pression, de l'acupression, qui va réénergiser tout le corps. Et les bienfaits sont immédiats. C'est juste parfait, c'est parfait. Moi je veux même carrément ces coordonnées quoi. C'est relaxant, c'est vraiment magique quoi. Et après un agréable massage, quoi de mieux qu'un petit tour de magie? Hubert le magicien exerce sa passion depuis 2009 et il le garantit sans trucage. Amijivo na population, du coup on doit apprécier, du coup comme ça. On doit na strongo parce que strongo kasi maorevan c'est la première fois même si on doit faire kasi réel maore yani nkotsa hamba njovenzamba njenizitie maore wandu waone wadongo shangaya waone wajibiwe.
Et si vous voulez découvrir d'autres univers de ce premier salon de l'ésotérisme, il vous accueille jusqu'à ce dimanche. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain à 6h, retrouvez l'équipe de la matinale juste après le journal radio de Pierre Bellucci. Je vous donne quant à moi rendez-vous à 19h pour une nouvelle page d'information. Bonne soirée à tous.